Mathieu en immersion sur Logos FM. Logos FM. Partons à la rencontre des gens de chez nous. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Cette semaine, je vous propose une immersion mellifère. Comme son nom l'indique, nous allons aborder le sujet des abeilles. J'ai rendez-vous chez une apicultrice, Laure Goudounex, installée sur la commune d'Yzeure. Je suis devant la miellerie, face au panneau où il est écrit miel d'Auvergne et du Bourbonnais, famille Goudounex, apiculteur récoltant depuis 1976. C'est Rex, le chien de la famille qui nous accueille, le gardien de la miellerie. Salut Rex! Il est sympa, il me laisse rentrer. Très belle miellerie. Bien sûr, j'ai garé la 4L sur le parking. Il fait beau. Ciel bleu aujourd'hui dans l'Allier. Nous allons passer toute la semaine avec Laure et ses équipes pour en savoir plus sur les abeilles, sur le miel, sur la fabrication de ce nectar. Alors, j'arrive à la miellerie. Bonjour. Bonjour mesdames, c'est Logos FM. Alors, amis auditeurs, Laure, elle écoute Logos FM. Voilà, ça c'était la preuve, ça c'est top. Bonjour Laure, je vous salue officiellement. Bonjour. Bonjour madame, c'est comment votre prénom ? Caroline. Bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, comment ça s'appelle ce lieu ? La miellerie ? La miellerie, c'est l'endroit où on extrait le miel et on le met en pot. Tu m'as concocté un programme assez riche. Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de ce qu'on va découvrir tout au long de la semaine ? Alors on va commencer par la fin ce matin. Je crois que tu m'as parlé de la mise en pot ce matin ? Donc alors c'est pas tout à fait la fin parce que la fin c'est le client. Ah bah oui, c'est l'argent, mais oui. C'est le miel, c'est le nectar du portefeuille. Bah oui, puis c'est la satisfaction du client et qui en demande toujours plus. Donc oui, ce matin on va faire de la mise en pot de différentes sortes de miel pour préparer les foires, marchés et puis commandes. Cet après-midi, ça sera la récolte du miel sur les ruches, donc ce que les abeilles ont produit. Entre autres cette année, là ça va être la récolte du sarrasin puisqu'on avait attendu par rapport au temps qui n'était pas très clément. Et puis demain, ça sera la partie extraction du miel, c'est-à-dire quand l'apiculteur sort le miel des alvéoles. Moi j'aimerais bien, à l'issue de ce reportage, en savoir plus et puis décrire un petit peu la vie des abeilles, comment on fait le miel. Tout au long de la semaine, on aura le temps de voir tout ça ? Oui, il n'y a pas de raison. Bon, bah c'est cool. Et c'est super là. Alors, il y a des pots de miel partout. Moi, je suis amateur de miel depuis que je suis tout petit. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Tiens, le premier pot qui vient, par exemple, c'est quoi ce pot là ? Ça, c'est du miel de romarin. Miel de romarin, miel produit et récolté en France. Ah bah j'espère bien, même en Bourbonnais. Alors non, pas le romarin. Ah, il est récolté où celui-là ? Alors les abeilles, elles le récoltent dans les Pyrénées. Ah. Extrait par contre à Yzeure. Donc ça veut dire que vous avez des ruches On emmène en transhumance sur le romarin. dans les Pyrénées ? Oui. Chez des collègues apiculteurs. Oui. Bon, et là il y a toute une équipe qui arrive, je crois, Oui, ce matin. oui. Donc il y a Caroline, je reconnais Philippe, et il y aura d'autres gens. Bah après, il va y avoir normalement Aline qui va arriver sans tarder. Il y aura Michel. Il y aura Marie cet après-midi. Marie, c'est ta fille ? Voilà, ouais. Ce sont les travailleurs qui vont bosser ce matin. Saisonniers qui viennent quand il y a du travail au niveau de l'apiculture. On revient sur ce miel de romarin, récolté donc dans les Pyrénées, apiculteur récoltant. Il est très beau ce petit pot. Miel de romarin, je ne sais pas si j'en ai déjà mangé. C'est un miel qui est assez doux, assez fleuri, qui aura un petit peu de ressemblance avec le miel d'acacia. Et c'est un bon dynamisant et un bon antiseptique. C'est un médicament. Comme tous les miels, mais c'est aussi le plaisir de les déguster. Vous avez des ruchers disséminés en France ? Alors en France, non, mais... Une nouvelle dame, bonjour. Aline. Aline. Allier et Puy-de-Dôme. Allier, Puy-de-Dôme et Pyrénées. Donc sur la carte de l'Allier, partout où il y a du jaune, c'est les endroits où on a des ruches. Mais attends, ça fait Donc, combien de pas ruches mal. ça ? Un petit peu plus de 500. 500 ruches ? Oui. Alors tout autour de Moulins, Donc tout le bocage. le bocage bourbonnais. La vallée de la Sioule, la montagne bourbonnaise, et puis après on bascule dans le Puy-de-Dôme. Vous en avez à Volvic, dans le Puy-de-Dôme. Les martres de verre, la Pérouse. Donc ça, ce ne sont pas des ruches en transhumance, ce sont vos ruches qui sont là-bas toute l'année. Alors, celle de l'Allier, oui. Le Puy-de-Dôme, non, c'est de la transhumance. Puis après, comme là, Saint-Loup, c'était un rucher de transhumance, donc dans l'Allier, parce que l'agriculteur avait semé du sarrasin. C'est un agriculteur chez qui on a déjà des ruches à bosser. Ensuite, Couzon, non, c'est pas de la transhumance. Et Bourmont-l'Archambault, non plus, c'est pas de la transhumance. Et c'est quoi, en gros, un rucher en transhumance ?
C'est-à-dire qu'il se balade, tu le poses là. Transhumance, c'est des ruches qui vont suivre les floraisons et donc on va déplacer au gré des floraisons de façon une manière à avoir diverses variétés de miel selon la fleur. Quand les fleurs apparaissent, vous vous dépêchez de mettre dans les camions les ruches, vous allez les déposer. Combien de temps elles restent sur place? Et à partir de Un quand? gros mois. Un gros mois, à partir de quand? En général, Avril? Fin mars, début avril, oui. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Et au bout d'un mois, elles ont récolté tout ce qu'elles ont pu. Oui. Elles ont ramené tout ça dans la ruche. C'est ça. Et donc on récolte d'abord les hausses, les greniers à miel, et ensuite on rapatrie les ruches. Très bien. Là, c'est l'heure du petit-déj. Ouais, c'est le début, c'est-à-dire que quand on commence la journée, on commence d'abord par des briefings entre guillemets qui n'est pas forcément apicole, et on prend son temps et après on part au boulot. Bon, je vais m'inviter. Il n'y a pas de souci, Hein regardez, il y a de quoi faire, il y a du croissant. Ah oui, alors, un monsieur, deux dames. Bonjour Philippe. Bonjour, Ça va? ça va, ça va. Bon, super. Philippe, il lit le journal. Caroline, on lui a dit bonjour. Rebonjour. Et Aline. Aline, elle aime pas trop les micros. Bonjour Aline. Bonjour. Ah bah ça c'est... Laure, elle avait pas prévenu, c'est la surprise. Là, je fais un reportage sur votre activité. Alors là, c'est petit pain, chocolat, café. Bon, Philippe, je vais t'embêter tout de suite parce que les femmes, elles sont timides. Oui. Philippe, ton rôle ici, quel est-il? Tu es salarié, saisonnier? Oui. Un rôle un peu polyvalent. Donc tout au long de l'année, tu bosses ici? Oui, oui. Donc du 1er janvier au... 31 décembre. Depuis combien de temps tu travailles dans le miel, Philippe? Bah, ça va faire 3 ans. Comment t'es arrivé là, dans ce milieu? Par hasard. Non mais c'est vrai? C'est vrai, oui, oui. En répondant à une petite annonce sur Pôle emploi. Alors j'ai postulé, comme ça. Par hasard, tu t'es dit tiens, pourquoi pas? Puis j'avais même pas prévenu ma femme que j'allais postuler. Et c'était la surprise quand j'ai été accepté. C'est super, bravo. Ton rôle, Bah, c'est variable suivant les saisons. Ça va de la récolte, l'extraction, préparation de commandes, entretien des ruchers. Caroline, salut. Ah non mais les femmes, elles en peuvent plus. Qu'est-ce qui va me faire suer avec son micro? Ton rôle, Caro, si ça t'embête pas? Eh ben, à peu près la même chose que... La même chose. Ouais, ouais. La même chose que Philippe. Sauf que j'ai de la mise en pot en plus, et puis étiquetage, enfin tout ce qui fait partie du boulot, quoi. Bon, super. Et Aline, elle s'est carapatée, mais je vais lui courir après. Aline, ton rôle, pareil comme les autres? Comme Philippe. T'as je suis pas arrivée un- en même temps que Philippe. Tu es arrivé en même temps que Ouais. Philippe, il y a 3 ans. Vous êtes tous polyvalents. Tu as pas une spécificité, toi? Non, du tout. Bon, ok. Pareil. Bon, bah l'équipe est sympa là déjà, hein? L'équipe est souriante. Ah, nous avons un pot miel de romarin figé blanc et là le même pot miel de romarin liquide et jaune. C'est le même miel, tout Non, simplement. j'y crois pas. Bah si. La seule différence, c'est que celui-ci a été stocké à un moment donné au froid, donc il s'est figé, alors que celui-ci est resté toujours à température ambiante, au moins 20-25, et donc il reste liquide dans la ruche, il fait 37 degrés, comme dans notre corps. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Donc si il reste à température comme dans la ruche, il restera toujours liquide. Par contre, dès l'instant qu'il va avoir froid, mais des fois froid ça peut être 20 degrés, il va avoir tendance à se prendre, à se figer. D'accord. Celui-ci, si on le remet à 37 degrés, il va redevenir liquide. Celui-ci, si on le met au frigo, il va devenir solide. Et ben voilà. C'est un élément vivant, donc même dans la même année, le même pot peut avoir des textures totalement différentes. Parce que moi, quand j'étais petit, quand j'ai appris à goûter le miel, j'aimais bien le miel crémeux. Le miel crémeux, c'est du miel figé? Oui, mais alors, Tout le simplement. miel crémeux, par définition, sera plus le miel de printemps, qui est un miel dans lequel il y a beaucoup de colza et d'aubépine, donc des miels avec beaucoup de glucose par rapport à la fleur, peu de fructose, et donc des miels qui vont figer vite, c'est-à-dire en 2-3 jours, mais qui vont figer avec un grain très fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bruyère. Calune, bruyère Erika, thym qui n'est pas du tout du coin, romarin, acacia, fleur des bois, tilleul, sarrasin, châtaignier, montagne, tournesol, ronce, toute fleur et printemps. Chapeau, ça nous fait combien de miel ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 au total. Alors ça, c'est le stock. C'est le stock tournant, c'est-à-dire c'est ce qui nous sert pour préparer les commandes et les foires régulièrement et qu'on réagrémente à chaque fois qu'on en a besoin. Il y a tout un tas d'infos au mur. Alors, il y a des résultats de concours. Miel, à Domérat le week-end dernier, donc oui, un deuxième prix sur le châtaignier. Après, je suis dégustateur pour jury pour le concours des miels de France avec l'UNAF et puis au niveau national aussi, le concours général agricole. Là-haut, on a ceux du Puy-de-Dôme. Des premiers prix, des médailles d'argent. Voilà. Après, on a les propriétés du miel, du pollen et des différents produits.
Ensuite, on a les analyses de miel aussi, qu'on fait faire régulièrement, enfin tous les ans, sur lesquelles, entre autres, on retrouve les différents pollens qu'on trouve dans le miel, mais aussi par rapport à l'adultération des miels possibles. Donc, comme quoi, il n'y a pas de sucre ajouté, et puis qu'il n'y a pas de pesticides non plus. Des coupures de presse. Des infos sur l'apiculture en général. Donc, L'abeille en quelques chiffres. voilà. Oui, pardon. Le côté personnel. Alors ça, c'est le côté perso, c'est-à-dire On va dire, salarié. Bah, leur feuille d'heure. Ah, ça, le c'est les planning du boulot. Quand est-ce feuilles d'heure, qu'il y a, planning du quand est-ce boulot. qu'il y a pas, qu'est-ce qu'on a comme foire, quand est-ce qu'on n'est pas là, voilà. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Ensuite, on a le document unique, qui est un truc obligatoire. Qu'est-ce que c'est ça, le document unique? Ça indique les différentes tâches qu'on peut trouver dans l'apiculture, les différents risques qui peuvent être afférés à ces tâches. Évaluation des risques pour l'unité Voilà. de travail. Après, Pour les ruches pour les ruches. ou pour les hommes? Ah ben, c'est par rapport aux salariés. Salarié, mais ça peut être un stagiaire aussi, hein, c'est toute personne. Pour Alors, voir on un a petit peu. gestes répétitifs, mal de dos, risque d'écharde, risque de piqûre, brûlure. Mais attends, c'est un boulot dangereux, apiculteur. Mais comme tout, hein, il y a toujours un risque et donc vaut mieux l'anticiper que de le subir. Et donc après, c'est quoi faire justement pour l'anticiper et l'éviter et quel est le risque après d'avoir un problème. Ensuite, après, on a le planning de nos marchés de Paris parce que ça leur permet de savoir quand est-ce qu'on n'est pas là et quand est-ce qu'il y aura les coups de bourre avant. Planning des activités avec les scolaires parce que ça permet de savoir que c'est les après-midi où je suis pas là. Ensuite, le planning des enfants parce que ça nous permet de savoir les semaines où ils peuvent être ici et nous aider en apiculture, enfin pour les deux grands, ou quand est-ce qu'ils sont absents. Et puis le planning de leurs activités parce que c'est pareil, des fois ça permet de savoir un peu quand est-ce qu'ils partent. Tiens, je rebondis sur vos marchés parisiens parce que ton père, on lui rend hommage, on va parler de lui, Pierre qui a créé l'entreprise en 1976. Pierre, ton père, j'ai lu, alors je crois que c'est sur votre site internet ou sur des articles de presse, qu'il avait des ruches à Paris et notamment au Jardin du Luxembourg. Mais on a commencé l'apiculture, enfin il a commencé l'apiculture parce que moi je suivais, c'est tout, au Rocher du Luxembourg, donc à Paris. Au Jardin du Luxembourg. Avec la Société Centrale d'Apiculture, où il a passé son diplôme. Et après, on avait des ruches, dans le cadre des ruches et écoles, entre autres à Meudon, on avait le droit à 3 ruches par personne. Et comment ça se fait qu'il a mis ses ruches là-bas? Parce que ça doit être un lieu prisé, parisien. La région parisienne à l'époque, et donc, oui, il fallait s'inscrire largement en avance. Mais après, ça permettait d'avoir des ruches. Donc là, vous en avez toujours à Paris? On n'en a plus en région parisienne. T'en as plus. On est redescendu dans l'Allier d'où est originaire maman. Donc maintenant, elles sont toutes dans le secteur là. Mais vous continuez parce que vous avez fait votre nom là-haut. Vous faites toujours les marchés donc à Malakoff, Vanves et Clamart. Et ici, les Moulineaux. Et ici les Moulineaux. Donc là, maintenant, on pourra peut-être faire, parce qu'il faut travailler aussi. C'est pas vrai. Je suis là pour boire un café, moi, Y a pas de goûter. souci. Donc on va écrémer des seaux qu'on avait mis à défiger doucement pour les rendre à température. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Et donc on va les écrémer parce que c'est comme quand on fait l'extraction, il y a une mouche blanche qui monte à la surface, c'est tout ce qui est écume, donc entre autres ça va être des pollens, des particules de cire, donc on va les écrémer, la supprimer. Cette mousse, on pourra aussi bien l'utiliser pour sucrer le café, le nôtre, que pour faire des gâteaux ou du pain d'épices ou redonner à manger aux abeilles. Et après, on pourra, grâce à la petite machine, la fill-up, faire la mise en pot et préparer le stock. Eh ben, je vais vous suivre, bien sûr. Aline, elle ramène les pots. Merci, Aline. Hein. Alors, Caroline, Aline, elle ramène les pots, les couvercles. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe? Qu'est-ce que tu fais, Philippe? Je prépare la chambre chaude pour ramener les hausses cet après-midi. La chambre chaude, Voilà. c'est-à-dire qu'elle est chauffée? Elle est chauffée pour rester à la température de la ruche. Pour pas 37? 37 pour pas que le miel fige dans les cadres. Très bien, monsieur. Bon, alors ça c'est ton camion, enfin c'est un des Oui. camions de la boîte. Voilà. Qu'est-ce que tu as dans les mains présentement là? Ça, C'est c'est- des cadres en alu? Ça, c'est des couvercles, c'est des dessus de. Les dessus Les des chapeaux des hausses, des ruches. les pardon. chapeaux des ruches. D'accord, ok. On s'en sert pour remettre les hausses pleines de miel, pour éviter que ça coule pas par terre. D'accord. Comme ça coule à l'intérieur, on peut tout récupérer. Bon, bah, je te laisse bosser alors, tu vas préparer ça. Les abeilles font la vaisselle, Laure? C'est-à-dire? Tout ce qui est emballage usagé, tout est réutilisé et donc les abeilles, elles vont lécher tout le miel qui traîne. Ah, et vous les mettez où? Dans les ruches? Ah non, Ah! Alors j'accompagne Caroline. Donc ici, il n'y a pas de corvée de vaisselle. Ce sont les abeilles. mais
Mais c'est pour leur donner un peu à manger, c'est ça? D'accord. Alors tu poses comme ça par terre? On le pose par terre, elles vont venir manger. Mais elles viennent d'où ces abeilles? Il y a pas de Ah, ben si, il y a un petit rucher là-bas. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Une vingtaine de ruches? C'est pour manger seulement? C'est ça, elles vont se nourrir Ok. avec. Ça leur donne un peu de force. Merci Caroline. J'ai pas bu mon café. Et oui, alors il y a une vingtaine de ruches là alors? Ah oui, mais elles sont pas toutes occupées. On en a enlevé un certain nombre parce qu'il y avait trop de frelons asiatiques qui nous les mangeaient. Donc la solution la plus facile a été de les emmener. Pour le coup, c'est celle qui vous verrez cet après-midi à Saint-Loup. Les frelons asiatiques, Laure, on va être très clair, c'est un destructeur d'abeilles. On a tout un tas de frelons asiatiques qui zonent près de la miellerie. Mais oui, c'est asiatique ça, mais c'est super dangereux, Laure. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Vraiment, hein, le frelon asiatique, Laure, confirme-moi, il bouffe les abeilles. Il les attaque, il les bouffe. Parce que le frelon asiatique est carnassier, il mange de la viande. Hein. C'est un fléau alors. Ah oui, c'est un fléau. Et depuis quand? Ah bah oui, là il y a un piège à frelons asiatiques. D'ailleurs, il y en a. Depuis combien de temps tu as observé l'apparition de ces frelons? Une dizaine d'années, mais là, ça fait 2 ans vraiment qu'on en a beaucoup. Je suis choqué. Nous sommes devant une ruche. Comment ça se fait que les abeilles sont un peu dehors là? Ben, elles sont dehors parce qu'elles guettent les frelons asiatiques et donc elles montent la garde pour éviter qu'ils rentrent dans la ruche. D'accord. Parce qu'ils rentreraient dans la ruche? Ah bah oui. Il y en a qui rentrent dans la ruche? C'est assez rare. Elles défendent leur territoire. Il y a tout un tas de frelons asiatiques qui volent en stationnaire comme des hélicoptères. C'est quoi leur but? En vol, ils les attrapent et Ils les attrapent en vol. Ouais, et puis après, ils partent avec et ils l'emmènent au petit dans le nid. C'est un film d'horreur là. Non mais attends, il y en a des dizaines là. À part des petits pièges avec du sirop, on peut rien faire. Ah bah là je suis choqué là. Donc là, il y a une équipe 2 qui va partir charger des seaux qu'on a extraits début septembre, les stocker dans une grange qu'on a et pour faire de la place pour l'extraction de demain. Que là, c'est la mise en pot et c'est les pots de miel pour la vente. Mais après, il y a tout le stockage de masse, on va dire. Parce que là ils font un aller-retour? Oui, c'est-à-dire que les seaux, on les stocke dans une grange autour de 14 degrés, comme le vin. Hein. Et donc, ça permet qu'ils se conservent bien, qu'on puisse le garder pendant des années. Et donc, des années qui seront moins bonnes que d'autres, ben, on ressort le stock qu'on a besoin. Et là il est daté du 1er septembre 2023. 2023. Donc, c'est qu'on a fait on a fait la récolte, par exemple, j'en sais rien, moi, le 28 ou le 29 Août. Après, on a fait de l'extraction le 1er, on a fait de l'extraction le 5. Donc, on marque la date d'extraction, on marque les lieux de rucher. Là, c'est Thiel Chevagne. On marque la variété, toute sur tournesol et le numéro du maturateur. Le numéro du maturateur. Ah, du maturateur, la bonbonne. Ouais, la cuve en inox dans laquelle il s'est reposé pendant une dizaine de jours. L'avantage de ces seaux, c'est qu'en gros, ils font 40 kilos. Donc, on peut les manipuler seuls. C'est mieux de les manipuler à 2, mais au cas où, seul, on peut les manœuvrer. Alors, je vois un camion là qui bouge. C'est Philippe? C'est Aline? Je la gêne là avec ma 4L? La 4L te gêne, Aline? Pas du tout. Si. Tu y vas, toi? Oui, j'y vais avec Aline. Est-ce qu'il y a une 3e place ou pas? 3 places. Eh ben, je viens avec vous. Eh ben oui, j'ai garé ma 4L n'importe comment. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Aline et Philippe chargent les seaux. Tiens, bah pendant qu'ils bossent, il reste une goutte de café ou pas? Alors attends, je crois que c'est celle-ci ma tasse. Merci Laure. Je remplis. Hop, 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 hop. Merci Laure. Non, que je goûte quand même la production. Alors, amis auditeurs, habituellement... Pardon? Plutôt fort, plutôt doux. Oh ben doux, moi je suis un doux. Hein. Ah ben c'est vous qui voyez. Alors qu'est-ce que tu fais là présentement? Tu liches? C'est-à-dire que quand Tu écumes? j'enlève l'écume, j'enlève la mousse. Oh là là, le bonbon. Et c'est rempli de pollen, ça. Vous allez voir. Merci. Les seaux que sont en train de transbahuter Aline et Philippe, Là, ils partent au stockage. Ceux qui ont de la ils ont été écumés. Ils ont été écumés. Ceux qui ont de la mousse, c'est ceux qu'on a redéfigés pour pouvoir les mettre En pot. En pot. Alors cette mousse là, vous sucrez le café, vous sucrez les fraises. On peut sucrer du travers de porc, du gibier, sanglier, chevreuil. Ça s'associe très bien aussi. Hein. Les gâteaux. Ah bah les gâteaux, oui, bien sûr. Il n'y a rien de perdu dans le miel. Non, rien. Tout est utilisable. C'est utilisable. On en reparlera, mais par exemple par rapport à la cire, c'est-à-dire que vous verrez demain l'extraction. Oh c'est bon.
Oh là, c'est bon. Alors, la cire, on la redonne à lécher aux abeilles. Les abeilles prennent le miel. La cire, on la fait refondre. Après, c'est les gars qui s'en occupent, Philippe et Michel, de faire fondre la cire à l'usini. Et après, ils nous refont des pains comme on a là-bas, que nous, on remet au fondoir. Et après, on refait de la cire gaufrée pour remettre dans les ruches. Donc, il n'y a pas d'intrants. Ça fonctionne en système fermé. Et l'analyse, on peut faire analyser la cire régulière, enfin tous les ans, de façon une manière pour voir ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Parce que comme c'est un support gras, on retrouvera plus facilement des produits chimiques qu'on peut retrouver dans le miel. Et le miel est sain dans les analyses? Dans les analyses qu'on a, oui, on ressort avec aucun pesticide, aucun produit chimique. Ce qui n'est pas toujours le cas, enfin nous c'est toujours le cas, mais dans certaines régions agricoles où il y a beaucoup de glyphosate, malheureusement on peut retrouver du glyphosate dans un lot et dans ces cas-là c'est souvent des lots poubelles. C'est des lots déclassés qui partent en industrie, donc c'est pas du tout la même valorisation. C'est une déception? Une déception. Ah bah oui, c'est du boulot sacrifié. Ouais. C'est exactement comme le sarrasin avec les problèmes quand il y a d'autres semences à côté non bio, il n'est pas fermé correctement. Il n'est pas fermé, Caroline. Dans ces cas-là... Moi, je fais un peu le chef, moi je sais pas ce qui me prend. Non mais je suis fou moi. Caroline, faut me calmer tout de suite. Oh là, le café au miel, c'était délicieux. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Là, j'aperçois une affiche, Laure, le congrès européen de l'apiculture qui s'est déroulé à Quimper l'année dernière, au parc des expositions, pour être tout à fait précis, au mois d'octobre. Donc ça fait bientôt 1 an. Tu y participais ? Oui, on y va tous les 2 ans, puisqu'il y a des congrès, congrès d'apiculture tous les 2 ans, européen tous les 4 ans, et quand on peut, oui, on y va. C'est la grand-messe du miel. C'est l'occasion de voir d'autres apiculteurs de la France et de l'Europe entière, avec des conférences sur les avancées, aussi bien sur l'abeille que sur le miel, et puis du matériel, tenir au courant de ce qui se passe. Parce que toi, j'en ai pas parlé encore pour le moment, tu as une casquette particulière, tu es la présidente du syndicat apicole de l'Allier également. Oui. L'abeille bourbonnaise. C'est ça. Et alors, ce rôle, il consiste en quoi ? De centraliser les apiculteurs qui le souhaitent, de défendre l'abeille au niveau départemental pour relayer après au niveau région, petite région et puis grande région, Auvergne et puis après région Aura, et ensuite au niveau national. Et puis de monter des dossiers aussi quand il y a besoin d'aide, de subventions, de choses comme ça, quand malheureusement il y a une calamité agricole, et puis de faire passer aussi quand il y a des soucis, c'est ce qui peut arriver, parce qu'on est aussi en lien avec le groupement de défense sanitaire apicole, qui regroupe aussi les apiculteurs, mais côté sanitaire. Ah, ça sent bientôt le départ. Là, nous allons à l'autre adresse. Là, oui, vous allez aller faire... On donne pas forcément l'adresse. Non, mais... Parce que là, c'est la caverne d'Ali Baba, là où on va. Il y en a à plusieurs endroits. Bon, d'accord. Une fois, donc maintenant, on stocke pas tous nos œufs dans le même panier. Ah oui, effectivement, j'ai lu ça il y a 10 ans, vous brûliez. 2013. Là, il y a 10 ans, vous êtes remis d'aplomb. Oui. Enfin, c'est pas tout à fait fini, mais voilà, on a rebondi parce qu'on a rebrûlé une deuxième fois en 2019. Donc... C'est pas vrai. Mais comment ça se fait qu'on brûle comme ça ici ? Là, il y a eu effraction et il y a eu le feu de mie. Après, voilà, on n'en sait pas plus. Ça, c'est monté à c'est criminel ? Ah oui, c'est criminel à chaque fois. Là, c'est monté à 2000 degrés, donc voilà, on ne sait pas. Et ensuite, la deuxième adresse, c'est qu'on a eu un épisode sur Yzeure de voitures brûlées. Et donc, on a fait partie des voitures brûlées et ça a mis le feu à l'autre miellerie. C'est une mine d'or, une miellerie. Il y a des caméras partout maintenant. Il y a un système il y a des caméras, il y a un système d'alarme, aussi bien incendie qu'intrusion. Bon. Alors les méchants, passez votre tour. Après il y a le chien aussi. Ouais, le chien, il est très méchant le chien, faut le dire. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Ah, ça c'est rigolo, au cul du camion. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un enfumoir. Un enfumoir, il y en a 3 collés. Parce qu'ils seront 3, alors il y en a besoin d'un par personne. Ah, les enfumoirs. Dedans, on met le feu avec du foin qu'on récupère dans les différents terrains qu'on a. Et ensuite, en enfumant, la fumée, ça mélange les phéromones des abeilles, les odeurs, et donc ça évite de se faire piquer. Et c'est un outil indispensable pour l'apiculteur. Et c'est rigolo que vous les mettiez au camion parce que quand vous roulez, ils sont là. Ils sont toujours à disposition. D'accord. Et ça évite qu'ils nous asphyxient à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Si vous voyez, amis auditeurs de Logos FM, des camions avec des enfumoirs, il n'y a pas de doute, c'est un apiculteur. Voilà, c'est ça. Oui. Bon. Le camion est chargé ? Le camion est chargé. Je crois qu'ils m'attendent. Ça va, Rex ? Il aboie pas, Rex. Allez, amis auditeurs de Logos FM, nous sommes repartis sur les routes. On a bien bossé. Moi, j'ai pris une suée, Philippe. Ça va, oui. Là, aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup. Des fois, quand le camion... Quoi, une vingtaine ? Une vingtaine, oui. Une vingtaine de seaux, 40 kilos le seau. Oui, à peu près, oui. Ça fait quelques tonnes de stocké. Je suis désormais au milieu
du camion, à côté de notre chauffeur, Aline. Ça va, Aline ? Ça va. Aline, moi j'ai plein de questions à te poser. Alors, Philippe me disait que ça fait, toi, comme lui, un petit peu plus de 3 ans que tu travailles au sein de l'entreprise ? Oui, en apiculture, ouais, c'est ça, avec Laure. Comment t'es arrivé dans l'aventure ? Alors, j'ai cru comprendre que tu étais maman et que tu habitais dans le coin. C'est ça. Et ben moi, comme Philippe, j'ai vu la même annonce. Et du coup, j'ai postulé. Du coup, j'étais pas du tout favori dans le recrutement, hein, on va dire, parce qu'ils cherchaient plutôt des gens qui avaient une capacité physique, on va dire, pour porter les choses. T'as vu que c'était physique. Et puis, bah voilà, comme je suis allée un peu au forcing, hein, je voulais apprendre l'apiculture. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Et bah voilà, du coup, j'ai réussi à faire ma place, quoi. Bon, bah félicitations. Qu'est-ce qui a fait la différence sur le recrutement ? Ton envie d'apprendre, ta disponibilité ? Ouais, disponibilité, je suis venue quand elle m'a appelée, je suis venue tout de suite. Et, Quel âge tu as, Aline ? 36 ans. Ah, mais je pose la question à toutes les dames, quel âge elles ont, comme ça situe également. Bon, bah t'es une jeune femme, Aline, une jeune maman. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Depuis 3 ans, t'es épanouie, t'es heureuse, tu travailles tout au long de l'année également. C'est quoi tes plages horaires, tes missions ? Je suis curieux. Moi, je suis à mi-temps. Parce que du coup, je suis en congé parental en même temps et du coup à mi-temps ici. Moi, je suis quand même un peu plus orientée apiculture des fois que Philippe. Moi, je vais faire l'hiver aussi, nourrir les ruches. Tout ce qui est visite de printemps, la récolte. Voilà. Tout au long de l'année, en mi-temps. Voilà. Ok, très bien. Et il y a une partie de l'année que tu préfères à d'autres ou chaque étape est passionnante ? Non, moi j'aime bien les visites de printemps. Et elles consistent en quoi ces visites ? Voir si tout va bien ? Alors, du coup, il faut ouvrir toute la ruche, regarder le couvain, traiter contre le varroa. Oh là là là, attends, tu jargonnes. Qu'est-ce que le couvain ? Le couvain, c'est les larves des abeilles, donc c'est toute la phase... Nursery ? Voilà, on va dire ça, ouais. Donc voir si les couvains sont en forme. Une reine, après ça il ferait mieux de voir avec Laure, mais une reine défaillante, il n'y aura pas beaucoup de couvains, ou alors un couvain disséminé, c'est pas bon. Donc les visites de printemps, vérification de l'état de santé des couvains, quoi d'autre ? On nettoie la ruche aussi. C'est-à-dire un petit coup de balai Non, en dessous on peut gratter si jamais c'est sale, le plateau il est sale, tout ça on nettoie. Et puis on va rajouter des cadres de cire gaufrée, donc ça faut qu'on te montre. En fait ça a but déjà de renouveler les cadres, donc tu mets 2 cadres neufs dans les ruches et ça renouvelle et ça stimule la ponte. Voilà. Tiens, fais-moi un petit tableau schématique d'une ruche. Décris-moi un petit peu les strates, comment ça se décompose une ruche. Donc du coup, de base, on a le plateau. Le plateau que m'a montré certainement Philippe en métal, non ? Ça, c'est Non, rien à voir. Non, alors le plateau, c'est quoi ? La ruche repose sur un plateau en fait, c'est leur plancher. Après, dessus, on a le corps. Le corps de la ruche. Dans le corps de la ruche, on a 10 ou 12 cadres. Donc nous, on a en dadant 10 ou 12 cadres, donc elles sont plus ou moins grosses. Et après, on a une hausse. Le hausse, c'est le grenier à miel, c'est là où c'est ce que nous, on va récolter. On touche pas au corps. On touche, on prend que dans la hausse. Bon, alors là, j'arrive pas trop à visualiser. Tu me montreras tout à l'heure ? Ouais. Ok, très bien. Et un toit par-dessus. Et un toit pour... T'as vu, qui est en fer, qui repose dessus, pour recouvrir la ruche. D'accord. Donc pour protéger, par définition, des intempéries, peut-être du froid. Le froid, l'humidité, elles aiment pas trop l'humidité non plus. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Non, après la récolte, c'est aussi intéressant. Parce que c'est la finalité, de toute façon, c'est récolter. Donc voilà, goûter le miel. Est-ce qu'il y a des éléments qui te semblent vraiment importants à dévoiler à nos amis auditeurs sur la vie des abeilles, le miel, ou des choses que tu as apprises au fil des ans, que tu ne soupçonnais pas, enfin des choses qui te tiennent à cœur? Non, après je pense qu'il faut se former quand on est intéressé par l'apiculture. Je sais que nous on voit des gens qui achètent des ruches qui ne connaissent rien et c'est quand même dangereux quoi.
Je pense qu'il faut quand même se former un minimum. Je voulais des ruches et j'ai bien fait de trouver un travail dans l'apiculture parce que franchement, c'est vraiment un métier Complexe. je sais pas si on complexe, mais au moins riche. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre, quoi. Je rebondis, il y a des formations officielles pour devenir apiculteur où on apprend sur le tas, il y a des diplômes, comment ça se passe? Soit comme nous, on apprend sur le tas avec Philippe, soit par exemple Alexandra, elle a fait une formation, donc je sais plus trop où, et elle était stagiaire chez nous. Alexandra qui a du miel, je crois, avec son compagnon du côté de Villeneuve-sur-Allier. C'est ça. Ok, très bien. Et qui vend, amis auditeurs, sa production, une partie de sa production à Street Art City où nous avons fait une découverte radiophonique il y a peu. Ok, parce que vous observez beaucoup de gens qui aujourd'hui, peut-être des néo-ruraux ou pas, qui achètent des ruches. Ça se développe? On a déjà eu, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a une stagiaire qui justement voulait une ruche, que ses beaux-parents eux-mêmes avaient une ruche. Et a priori, ils travaillaient pas comme nous, quoi. Donc après, c'est vrai que nous, on a quand même une grosse structure, donc on a quand même des méthodes, je pense, industrielles. Mais c'est vrai que tout à chacun, on n'a pas du tout de notion, en fait, en apiculture. Faut vraiment... Après, peut-être qu'un livre... Après, non, je pense pas qu'un livre puisse suffire pour... Oui, il faut un petit peu de théorique, mais après, beaucoup de pratique pour voir sur le terrain comment ça se passe, les intempéries, les maladies éventuelles. La sécurité, hein. Bien sûr. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Alors, j'ai fait quelques petites recherches avant de venir, mais sans trop me polluer pour arriver avec un œil neuf. Mais j'ai quand même quelques infos qui me reviennent là, notamment la différence entre le nectar et le pollen. Alors, c'est quoi la différence, Aline ? C'est pas du tout... Alors en fait, les abeilles, elles vont récolter plusieurs choses. Donc le nectar, c'est dans les fleurs, mais c'est liquide, c'est un peu comme une eau en fait. Avec le pollen, c'est une poudre jaune. Et puis elles n'ont pas la même utilité. Du coup, le nectar, elles vont faire le miel avec, tandis que le pollen, elles vont plus se nourrir avec. Nourrir le couvain. Et voilà les deux fonctions principales du nectar et du pollen. Et le miel est fabriqué qu'à partir du nectar. Philippe, on va laisser manœuvrer Aline, c'est ça ? C'est ça, oui. Et le nectar, le pollen ne fait pas à l'issue de tout le processus du miel. Non. Bon, tu vois, j'en apprends. Je vais en apprendre tout au long de la semaine. C'est ça qui est bien. Merci Aline. De rien. Merci chauffeur, merci Philippe pour ce moment de boulot. Tu vois, je pensais pas bosser. Et j'ai bossé. Salut Rex, retour à la miellerie. Bon ça rigole. Et c'était super Laure. Ouais, j'ai aidé, j'ai bossé et tout. Hein. Mais ça, y a pas de souci. Nous, à chaque fois que quelqu'un vient, c'est de l'immersion. Alors attends, mais là ça bosse. C'est une petite structure, donc on n'a pas de syndicat. C'est bien. Et mes petites structures, donc tout le monde met la main à la pâte. Et là ça bosse, là tu mets en pot Laure. Oui. C'est-à-dire que les seaux qui sont montés à température autour de 40 degrés, avec la fill-up, La fill-up. La fill-up, c'est la marque de la bête. Fill-up. Ah oui, c'est juste donc c'est la remplisseuse. Voilà, c'est ça. Et ça nous tire et ça nous met le poids exact du miel dans le pot, comme ça on est tranquille. Bon, il y a un nouveau monsieur là, est-ce que tu penses que je peux aller le voir ? Ah oui. Bon, je crois qu'on m'a dit qu'il s'appelle... Bonjour Michel. Bonjour. Mathieu, enchanté, je suis là tout aujourd'hui et demain. Ça vous va ? Ah non, il est pas content. Oh, il est pas content. Non, ça va Michel, tu m'acceptes ou pas ? Ouais. T'as pas le choix ? Alors. Oh là, si, oh là ! Oh malheureux. Alors Michel, tu es le compagnon de Laure. Ton rôle ici, quel est-il Michel ? Homme à tout faire, polyvalent. Entretien du matériel. Voilà. Très bien. Ok. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Comment ? Quel miel on empote ? Là, c'est du miel d'acacia. Miel d'acacia, super. Alors une fois que le pot est plein, qu'est-ce que tu fais ? Je le ferme. Non mais là tu te laves la main. Mais c'est parce que j'en ai fait couler à côté. C'est une erreur humaine. 1 kilo ? Oui, Ça coûte combien 1 kilo de miel chez Laure ? L'acacia il est à 16, ça coûte entre 12 et 19 euros le kilo. Ok. Ce sont des prix officiels de tout le monde ou chacun fixe ses prix ? Chacun fixe ses prix selon son coût de production, selon la quantité qu'il en fait. Il n'est pas trop cher le miel Goudounex ? Non, il est dans la moyenne des miels de qualité. Après, on
On essaie d'avoir un prix raisonnable parce qu'on a des clients aussi qui n'ont pas des revenus extensibles. Et donc, on essaye de maintenir au maximum nos prix pour rester abordable. Pardon ? Oui, on fait un produit de qualité, mais on fait pas, moi j'appelle pas ça un produit de luxe. Ça reste quand même, on a une TVA Produit 5,5. accessible, TVA 5,5. TVA 5,5. Donc, Faut pas non plus assommer les gens. voilà, moi je pars du principe qu'il faut que chacun puisse acheter un bon miel régional, après avec des coûts différents, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de gros moyens peut acheter du miel de printemps ou du miel toute fleur à 12 ou 13 euros le kilo. C'est le cas de certains clients qui en mangent 1 kilo tous les 15 jours, 3 semaines, donc voilà. Et puis après, vous avez des gens qui veulent un miel un peu d'exception, comme par exemple un miel de bruyère à 19 euros le kilo, mais c'est des gens qui ont en général d'autres moyens ou qui veulent se faire un petit plaisir une fois de temps en temps. Allez, fill up. Alors, Laure, elle fill up. Caroline, elle prépare les bocaux. Et Aline, qu'on retrouve, tu colles les étiquettes ? Ah non, là, elle mange du miel. Non. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu goûtes Il y avait une petite impureté, j'ai essayé de le retirer. À la fourchette. Sauf que j'y arrive pas. Non, mais ça, c'est le bocal, ça. Ouais, je sais pas. Si, c'est le bocal, ça. Tu colles l'étiquette dessus, ni vu ni connu. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe ? Bah non, c'est à l'époque concentrée, elle colle les étiquettes de travers. Ouais, bah oui, bien sûr. Miel d'acacia. Où est-ce qu'il a été récolté, cet acacia, ce miel d'acacia, alors ? Gentine. Gentine, donc banlieue moulinoise, direction la Nièvre, direction Decize. Voilà, et puis la plupart de nos ruchers sont quand même sur le canton d'Yzeure. Minimum 3 chacune. Pardon ? Les ruches font minimum 3 récoltes Par an. par an et maximum 6. Ah, c'est quand même beaucoup. Entre 3 et 6 récoltes par an. On aura la visite de printemps au mois de février-mars et après à partir du mois de mai, oui, les premières récoltes. En combien de temps la ruche se remplit ? Alors le corps de ruche, d'abord il reste rempli d'une année sur l'autre. Elles mangent leurs provisions pendant l'hiver et elles vont les remplir de nouveau en début de saison. Et après, les hausses, elles commencent de les remplir en général à partir de fin avril, début mai. Donc en un mois, elles font une ruche complète, les abeilles. Complète. Une hausse ? Oui, hausse, une hausse, 2 hausses, 3 hausses, ça dépend. Alors, faudra que tu me fasses le détail d'une ruche parce que Aline, elle a tenté de m'expliquer, j'ai rien compris. Alors, dans les ruches, c'est des sociétés de femmes. Pardon ? Une ruche, c'est une société de femmes. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a une reine qui pond des œufs jusqu'à 2000 par jour. Il y a des ouvrières. Combien elles sont les abeilles ouvrières ? 60 000, l'équivalent de la population de la Comme d'Aglo. Quand même, dans une ruche ? Oui, dans une ruche. Combien de mâles ? Et quelques centaines. Mais eux, ils restent pas, je crois. Eux, c'est qu'ils sont là pour la fécondation de la reine. Donc, il y en a quelques-uns qui servent pour féconder la reine, mais il y en a qui serviront jamais à rien. Et comme ils savent pas se débrouiller tout seuls, c'est les ouvrières qui leur donnent à manger. Donc, dès l'instant qu'il y a un manque de nourriture, elles les laissent mourir de faim dehors. À cette saison, pour le coup, on n'a pratiquement plus que des ouvrières. Au mois de fin septembre, début octobre, il n'y a plus que des ouvrières et la reine, bien sûr. Tiens, on va rebondir sur le cycle de vie d'une ruche. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Comment est née la reine ? Dans quelles circonstances ? Enfin, tu m'apprennes un peu la vie, là. Hein. La reine qui pond des œufs fécondés. Les ouvrières, elles ont la faculté de pondre des œufs, mais ils ne sont pas fécondés puisqu'elles n'ont pas été fécondées par les faux bourdons. Donc, le jour où c'est les abeilles qui pondent, le problème, c'est qu'on a des œufs non fécondés, donc des œufs clairs, et donc on a des mâles. Donc, c'est pas très intéressant. La reine, elle pond un œuf. Alors, attends, elle est issue d'où, la reine ? Elle vient d'où ? Dans une colonie, il y a forcément une reine. Sinon, c'est pas une colonie fiable. Et après, la reine qui est dans la ruche... Mais attends, oui, mais là, t'es trop vite, tu vas trop vite. La naissance d'une reine, comment est créée une reine ? C'est une autre reine qui a pondu un œuf. C'est la nourriture qui va changer, c'est-à-dire qu'une reine sera nourrie uniquement à la gelée royale, alors qu'une ouvrière sera nourrie à la gelée royale, puis au pollen, puis au miel. La gelée royale, de quoi elle est constituée ? C'est une bouillie que font les abeilles à partir de miel, et en ajoutant des enzymes et d'autres produits dont on ne connaît pas la composition exacte. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Oui, pardon ? Le même œuf, que ça soit une reine ou une ouvrière. C'est juste qu'au bout du 3e jour, au lieu d'être encore nourri à la gelée royale, après la nourriture sera diversifiée pour une ouvrière. Donc s'il y a un œuf de reine, ça veut dire qu'il n'y a pas de reine au début, à la base. Il n'y a que la reine qui peut pondre des œufs. Donc la reine pond des reines ? Voilà. Et c'est parce que c'est les abeilles, les ouvrières qui vont décider d'en faire une reine. Et donc en lui donnant une autre alimentation, en agrandissant la cellule pour avoir une cellule royale,
Et ensuite, une fois elles fabriqueront plusieurs reines, soit parce que la leur risque d'être défectueuse, elle est trop âgée, elle pond plus régulièrement, ou bien parce qu'elles sont trop nombreuses et qu'elles veulent faire un essaim. Ensuite, il y aura plusieurs reines. Et alors, ce sont les ouvrières qui décident de créer une... Ah bah ça, c'est étonnant comme processus. Non mais c'est génial. Chez les abeilles, il n'y a pas de feignantes. Ceux qui ne veulent pas bosser, elles les collent dehors. Les abeilles un peu réfractaires, elles sont tuées ? Oui. Elles sont tuées ? Elles sont laissées à l'extérieur et elles sont chassées, oui. Le couvain, c'est... Le couvain de la reine. Le couvain de la reine, c'est forcément la reine qui va pondre des œufs. Et elle fait qu'un couvain ou il y en a plein des bébés reines ? Et le couvain, ça peut être aussi bien des ouvrières qu'une reine ou des faux bourdons. Là, ce qu'il y a, c'est que après, elles vont agrandir la cellule pour en faire une cellule royale. Et donc là, elles en font toujours plusieurs. Ah, plusieurs cellules royales pour assurer le coup. Et ensuite, il y en a donc plusieurs qui vont naître. Par contre, dès l'instant qu'elles seront fécondées, les reines, là, il y aura bataille. Et soit donc, elles partent en essaim et donc, elles ont la vie sauve. Soit la vieille reine est tuée et donc il y en a une qui restera. Mais il n'y aura jamais plusieurs reines fécondées qui resteront dans la ruche très longtemps. Donc il y a une bataille un peu, c'est violent la vie d'une ruche. C'est comme une bataille de coq, ouais. Mais chez les femmes. Okay. La vieille reine au printemps, quand elles sont trop nombreuses, la vieille reine va partir avec un groupe d'abeilles pour faire un essaim, donc une nouvelle colonie, au départ à proximité du rucher. Puis après, elles vont essayer de trouver un lieu à l'abri, ça peut être dans un arbre creux, dans une cheminée, dans un trou de mur, dans une vieille ruche abandonnée. Donc la vieille, elle s'en va. Est-ce que dans les nouvelles créées, dans les reines, il y en a d'autres qui prennent la poudre d'escampette ou ça dépend Alors s'il y a trop de monde encore dans la ruche, oui, ça peut arriver. Une fois qu'elles sont fécondées, oui, elles ne supportent pas qu'il y en ait une autre. Ah ouais, d'accord. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Bon, et la gagnante, on en est au moment où il n'y en a plus qu'une. Elle a gagné. Qu'est-ce qui se passe après ? Jusqu'à 2000 œufs par jour en saison. Et tant qu'il y aura de la provision à l'extérieur, tant qu'il y aura des fleurs... Alors attends, oh là, on a anticipé. Non mais ça, tu connais ça par cœur. Alors moi, je suis obligé de faire des petits retours en arrière. Sur la fécondation des reines, comment se passe la fécondation ? Il y a une dizaine de mâles par ruche qui lui sautent dessus. De mâles. Pardon ? Il y a des centaines de mâles. Et ils partiront en vol. Un jour de beau temps, tant qu'à faire sans pluie, sans vent, mais c'est pas toujours évident. Et en vol, ils féconderont la reine. On dit qu'en général, il en faut une vingtaine pour féconder la reine. Alors, pour faire plaisir aux mâles, on dira que d'accord, ils sont pas très utiles dans la ruche autre que pour la fécondation. Par contre, c'est eux qui donnent le caractère génétique aux futures abeilles. En gros, 80% sont déterminés par les faux bourdons et non pas par la reine. Les faux bourdons, donc les abeilles mâles. C'est ça. Très bien. La reine ne se fait pas féconder au sein de la ruche, mais à l'extérieur. Et elle se fait féconder qu'une fois pour sa vie, je crois, pour toute sa vie. Tout son stock après, de spermatozoïdes. Combien de temps elle vit, la reine, je crois 2 ans, 3 ans ? Avant, elle vivait jusqu'à 5 ans. Aujourd'hui, on a souvent des reines plus fragiles qui vont vivre quand même 3-4 ans. Mais on va dire que là où elles sont le plus opérationnelles, forcément, c'est les 2 premières années. Une apiculture assez traditionnelle, donc moi je ne change pas les reines, c'est la nature qui les change par elle-même. Mais parce que l'abeille, si elle fait du miel, c'est tout simple. La nôtre abeille, l'abeille mellifera, donc l'abeille domestique, elle fait du miel parce qu'elle passe l'hiver et donc il lui faut des provisions pour l'hiver. Elle ne fait pas du miel pour nous faire plaisir. Donc c'est pour ça qu'elle produit l'hiver, l'été et le printemps, et que c'est pour ça qu'il faut lui laisser ses stocks pour pouvoir passer l'hiver. Qu'est-ce qui fait qu'une colonie reste dans sa ruche et va pas ailleurs dire tiens Vous, quand vous rentrez chez vous, vous rentrez là. Pardon ? Vous, quand vous rentrez chez vous là où il y a le reste de votre famille, vous allez en général éviter de vous tromper de porte et de rentrer chez la voisine. Sinon, c'est vrai. En général, on va vous expliquer la suite. Mais d'accord, j'ai compris. C'est pareil, donc si elle rentre dans leur ruche, c'est bien, il y a la même odeur. Si elle rentre chez la voisine, alors là c'est un petit peu différent. Si elle rentre remplie de provisions, elles peuvent l'accepter, mais si elle rentre les mains vides, elle est chassée comme un malpropre. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Tu parlais des phéromones, c'est ça ? Oui, elle communique beaucoup par phéromones, par odeur chimique. Qu'est-ce que c'est la phéromone ? C'est une sécrétion ? C'est des sécrétions au niveau hormonal qu'on émet tous, tout être vivant, puisque les plantes c'est aussi comme ça qu'elles se font féconder, en lançant des phéromones pour attirer l'insecte pour venir les féconder. Donc elles se reconnaissent comme ça, donc c'est pour ça qu'elles se trompent pas de ruche, etc. de maison. Ok.
Une abeille, elle va jusqu'à 3 km pour récolter. Mais plus elle ira près, et mieux c'est. Hein. Parce que plus elle ira loin, et plus elle consommera, et moins ça sera rentable. Eh ben oui, bien sûr. Elle peut faire 3 km aller, 3 km retour, c'est ça. Oui. Sa zone de chalandise, c'est 3 km. La récolte du nectar, c'est pour faire du miel. Le végétal, quand il va faire beau et qu'il y aura de l'humidité, elle va sécréter une matière sucrée. Et à ce moment-là, Appelé le nectar. appelé nectar, constitué à 80% d'eau et à 20% de sucre, et à fructose et glucose, et pas de saccharose, hein, ni de sucre complexe. Et ensuite, l'abeille va venir avec sa langue, sa trompe, puiser au cœur de la fleur, avec sa trompe aspirer le nectar, l'emmagasiner dans son jabot, dans son ventre. Elle rentre à la ruche, elle le recrache dans les alvéoles et elle repart bosser. Et les autres abeilles, d'autres abeilles qui auront un autre rôle, vont venir, vont reprendre le nectar qui a été mis dans l'alvéole, vont se le passer de bouche en bouche. Donc là, il y a tout un travail qui se fait dans leur jabot et puis après dans leur langue pour faire évacuer de l'eau et rajouter des enzymes. Ensuite, elles vont le ventiler avec leurs petites ailes, de façon de manière à évaporer encore de l'eau. Et quand le nectar deviendra réellement du miel, l'alvéole sera pleine, les abeilles vont mettre une goutte de venin dans l'alvéole, et à ce moment-là, les abeilles fermeront l'alvéole. Elles vont operculer, elles vont mettre un couvercle de cire dessus. Et quand elles voudront manger leur miel, à n'importe quel moment, de l'année ou de l'année suivante, ou à un autre moment, dans ces cas-là, elles commenceront par grignoter l'alvéole de cire qu'elles auront fabriqué, et elles mangeront le miel qui est à l'intérieur. Mais là, l'être humain, avant, il vient faire la razzia. Ah oui, mais on leur laisse ce qui est dans le corps pour pouvoir se nourrir. Bon, je commence à comprendre un petit peu. C'est complexe, hein. Ah bah ça, et puis on connaît toujours pas tout. Hein. Alors, amis auditeurs, je vous explique pas depuis tout à l'heure. On entend l'or souffler dans le bocal. Tiens, tu peux me le refaire ? C'est pas super. Ce qu'on entend tout à l'heure, amis auditeurs, c'est ça. C'est pour mettre un petit peu de propre dans le pot. Voilà. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Amis auditeurs, la pause méridienne est terminée. Nous avons mangé tous ensemble. Toute l'équipe a mangé à la miellerie. Et là, nous sommes sur le terrain, sur la commune de Saint-Loup. L'équipe est en train de se préparer, s'harnacher les bottes, les combinaisons. J'aperçois Aline qui se met en tenue, Marie, Philippe. Et nous arrivons sur un rucher pour faire la récolte. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une dizaine de ruches. Va falloir que tu m'aides, hein, Aline, hein, pour m'habiller. Tu vas mettre le feu, Aline ? C'est ça, déjà on allume les enfumoirs, on prépare tout le matériel pour pouvoir récolter. C'est du foin doux, ça. 10 heures. 10 heures, parfait. C'est du bon. C'est du bon ? Ça sera gardé au montage. Oh non. Tiens, je vais voir une jeune femme là. Salut Marie. Oh Marie, elle est enthousiaste. Salut Marie. Bonjour. Marie, tu es la fille de Laure. C'est toi un peu la patronne là de la récolte ? Pas la patronne, mais je suis la Tu gères un peu ? encadrée. Tu vois, je me suis équipé, gants, combinaisons, bottes, je suis bon là ? Parfait, Tu vas me coacher, hein ? pas de problème. Cool. Alors qu'est-ce qu'on fait là, Marie ? Qu'est-ce que tu fais là présentement ? J'enlève les hausses du camion pour les hausses vides, pour pouvoir ensuite empiler les hausses pleines et remettre les hausses vides sur les ruches. Là, nous sommes à Saint-Loup. Combien de fois vous avez récolté là déjà ? À Saint-Loup, c'est la première fois, on a transhumé les ruches il y a à peu près 2 mois, quand le sarrasin commençait de fleurir, qu'on a enlevé de ruches de moulin et qu'on a ramené ici juste pour le sarrasin et qu'on renlèvera juste après la récolte. Sarrasin, ça veut dire que les champs à côté sont pleins de sarrasin. C'est ça, donc là on est sur un terrain où c'est du sarrasin bio, d'un agriculteur qui est de Gouise, je crois. Je crois qu'il y a à peu près 140 hectares de sarrasin autour. Super. Ah, ça commence à fumer là. Elle a foutu le feu, Aline. Alors c'est du petit foin, du gros foin, c'est du petit foin ça. Là c'est du petit foin. Et après on essaye au maximum de recharger avec ce qu'on trouve sur place. Ouais. Donc là tu vois par exemple il y a de la paille. On prendra la paille après pour recharger. Très bien. Il y a une technique pour charger un enfumoir ou... Nous on met un petit peu de papier au fond. On allume et après petit à petit un peu de paille. Ça dure combien de temps un enfumoir plein de paille comme ça, plein de foin ? On le recharge plusieurs fois pendant
à chaque fois. En fait, si tu recharges pas tout de suite, ça prend feu et ça fait de la fumée trop chaude pour les abeilles, elles aiment pas trop. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Une fumée un peu à température quoi, pas trop chaude. Ouais, pas trop chaude et des fois on met un peu d'herbe fraîche pour... Et donc là vous êtes 3 apiculteurs, donc 3 enfumoirs. Moi je peux rester à vos côtés? Oui. Dans un premier temps, on va d'abord essayer de finir de décharger les hausses pour mettre les couvercles au sol et après on ouvrira les ruches. Super. Pas de frelons asiatiques en vue, ça c'est une bonne nouvelle. Alors Marie m'aide. J'ai gardé mes lunettes, je peux les garder? Ouais, Oui, il n'y a super. pas de problème. Et voilà. Merci Marie. Marie m'a harnaché, comme ça je suis en sécurité. Bon, bah c'est une première Marie, hein, pour moi. Hein. La récolte du miel, toi tu fais ça depuis quel âge? Depuis mon plus jeune âge. Voilà, depuis que tu marches. C'est ça, tout à fait. Et 17 ans, tu es encore en études? Oui, je rentre en études supérieures. Qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis en BTS technicien commercial en alimentaire et boissons. Tu sais déjà ce que tu aimerais faire comme boulot, parallèlement au miel, j'imagine? Je ne sais pas. Ok, d'accord. BTS, première année, deuxième année? Première année. Première année. Alors, tout le monde est harnaché. Oh là ça y est. Je suis pas une abeille, mais je suis enfumé. Hein. Qu'est-ce que c'est ces petites raclettes là? Ça, c'est un lève-cadre, donc ça nous permet de pouvoir lever les cadres dans de bonnes conditions pour éviter d'écraser des abeilles, d'écraser ce qu'elles ont produit et pour éviter de tout arracher pour sortir nos cadres de la ruche. On est prêt, chef. Alors moi, je suis pas là pour vous faire suer, pour pas vous faire trop suer, mais être pas trop loin. Comment je me place? Je te suis. Ah. Derrière la ruche. Toujours derrière la ruche. Aline, Marie, Philippe, on y va. Alors tu enfumes devant la ruche, ok. Je peux tendre mon micro pendant que tu bosses? Oui, Derrière. Ah, derrière. Ah ouais, tu m'as dit surtout derrière, je me mets devant. Ok. On enlève la moquette, donc... Alors la moquette est enlevée. Là, c'est la hausse. Là, il y a peu d'activité. Ouh, mais attends, c'est vite ça. On peut avoir un traitement, Philippe, s'il vous plaît. Donc là, vu que c'est la dernière récolte de l'année, on traite contre le varroa, donc une maladie. Et on Bon, il y a peu d'abeilles. Aussi, hein. Ah si, on entend quand même bourdonner. Un petit traitement. Donc là, c'est la partie de la ruche. Ça, c'est le corps de la maison. Le corps de la maison, c'est le garde-manger en fait. Ça, on n'y touche pas. Et tu mets des petites bandelettes? Donc là, c'est les lanières de traitement contre le varroa. Varroa, c'est quoi varroa, ça? C'est une petite bête à 8 pattes qui mange les abeilles. Ouais, pas sympa. Qui mange les œufs des abeilles et donc qui tue la colonie. Un acarien, ok. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Oh, il n'y a rien du tout. On va les nourrir. C'est décevant ça, Marie, qu'il n'y a rien ou c'est normal? Toutes les ruches ne sont pas forcément en production. Parce que là, tu me disais, ça fait 2 mois qu'elles y sont. Ça fait 2 mois qu'elles y sont, mais comme là, on peut voir qu'il n'y avait qu'une hausse, alors que sur le d'à côté, il y a 3 hausses. Donc on peut supposer que sur la ruche d'à côté, il y aura une plus grosse colonie et plus productive. Et là, qu'est-ce que c'est, du saindoux? Non, ça c'est le pain de candy, donc c'est du sucre. Et donc c'est pour les nourrir, pour éviter qu'elles meurent de faim pendant l'hiver. Les ruches, là, la dizaine de ruches va passer l'hiver ici, quoi. D'accord, donc tu as coupé le pain en 2. Et tu l'as mis au milieu. Tu vas nourrir tout au long de l'hiver ou combien? On va revenir au fur et à mesure de l'hiver. Une fois par mois? Une fois tous les 2 mois pour renourrir et voir si elles sont pas en manque de provisions. Moi je pensais que tu leur mettais du miel, mais non, ça. Non, c'est du sucre et de l'eau. Du sucre et de l'eau. Ah, là il y a plus d'activité là. Alors là elles sont pas contentes. Alors le devant ou le derrière? Là c'est derrière. Ok. Alors là il y a 1, 2, 3 hausses. Là ça bourdonne. Bon, il n'y a pas grand chose quand même. Hein. Le miel est operculé, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur des opercules. C'est ça, donc ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il y est, donc elles ont refermé avec une fine couche de cire. Et là tu vérifies tous les cadres. Et même s'il y a juste qu'un petit peu de miel, tu prends les cadres, tu prends tout? Ok. Voilà, allez, deuxième niveau. Non, on vient de se terrer. On peut voir que la hausse est pleine. Oh, ça c'est beau ça. Donc là, la hausse est pleine et tous les cadres sont operculés. Donc on va récupérer la hausse en entière. Cool. Ouais, c'est bien d'être 2-3, hein, Philippe. Toi, qu'est-ce que tu fais rien en fait? Pas grand chose. Moi, non, mais je te taquine. Non, je fais un peu de manutention. Mais non, mais je te taquine. Oui, tu fais de la manute. Moi, je suis plutôt là pour les aider. Ouais. Un peu plus physiquement, on va dire. Ok, très bien. Ah, là, ça bourdonne. Là, il y a une belle activité. Hein. Alors, tu traites, Marie? Oui, je traite. Et là, on peut voir que c'est une ruche qui est quand même un peu plus forte. Et c'est des beaux spécimens. Hein. Cool. Donc ça, c'est le garde-manger.
Ok, j'ai compris. Une hausse par-dessus. Pourquoi tu nourris pas? Elles ont assez de provisions dans Pardon. Ah, dans le corps de la ruche, il y a assez à manger. Dans le corps de la ruche, il y aura assez à manger, donc on nourrit pas pour l'instant. Très bien, Marie. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Alors, on remet le chapeau, les moquettes. Et le couvercle, et on essaie de enfermer au maximum la ruche pour éviter qu'elles aient froid pendant l'hiver, car il fait toujours 37 degrés dans une ruche. Alors, première ok, deuxième ok, nous attaquons la troisième avec 2 hausses. Alors Marie arrache la couverture, enfin décolle, Aline enfume, Et Philippe décolle. Philippe décolle, tout le monde est occupé. Voilà, il n'y a que moi qui commente. Ah, il y a une belle activité là. Donc là, la hausse est pleine. Ah, c'est beau ça. Attendez Philippe, je vais prendre les 2 cadres qui sont pleins, qui étaient sur le côté. À côté d'un cadre plein, admettons, il y a un vide. Comment? Ça peut arriver. C'est dû à quoi ça? Les extrémités, car elles commencent toujours par le milieu et reviennent sur les extrémités pour remplir. Donc par exemple, si elles ont arrêté de produire ou s'il n'y avait plus, et sur les extrémités, c'est souvent vide. Bon, elles sont pas très virulentes, elles nous attaquent pas, ou alors je les vois pas. Très rare, très très rare. Si c'est mal enfumé, elles vont devenir agressives, ou si par exemple il pleuvait, ou etc. Là après, il fait quand même une très bonne température pour aller aux ruches, donc elles n'ont un peu rien à faire de nous. Ok. Bon, elles ont conscience qu'on leur prend leur trésor quand même, leur production. On prend la production, mais on leur laisse quand même le De quoi manger. Et comme là, par exemple, on lève avec 2 doigts et on peut voir qu'elles ont assez pour l'instant au niveau. Ouais, tu soupèses à l'expérience. Il y a combien à peu près de nourriture, de miel là? Là, on peut voir que les 9 cadres sont pleins. Ah ouais. Et ça représente quoi, à peu près? Trentaine de kilos? Ouais. Alors, on remet le feutre, 2 feutres et le capuchon. On recharge les enfumoirs. Ah bah oui, c'est le moment. Donc effectivement, Aline prend ce qu'elle a sous la main. Bon, du foin sec quand même, hein, de préférence. Ah, pas forcément? On remplit l'enfumoir avec du foin sec, mais par exemple, si notre enfumoir devient trop chaud quand on l'utilise la journée entière, par exemple, au fur et à mesure des ruchers, on met souvent de l'herbe fraîche, ce qui permet de rafraîchir l'enfumoir. 4e ruche. Alors là, nous avons un corps, 1, 2, 3 hausses. On peut aller jusqu'à combien de hausses, Marie? On peut monter à 5-6 selon la quantité. On repasse à peu près tous les 15 jours au fur et à mesure de la saison pour rajouter des hausses. Et dès que les hausses sont pleines, on en rajoute une chaque fois sur la tête. Donc oui, on peut monter à 5-6 hausses selon l'année. Alors, Philippe enlève les feutres avec Marie. Aline, c'est la reine de l'enfumoir. Aline me pousse, je me mets devant. Non mais bien vu, bien vu. Ah, faut me recadrer. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Ça dit quoi? Ah, pas terrible. La première hausse est souvent vide quand même. La première hausse, celle-ci est vide. La deuxième, c'est pas terrible. C'est fou comme c'est aléatoire d'une ruche à l'autre. Hein. Il y en a, par exemple. Un petit peu, ouais. Et on peut voir que c'est bien du sarrasin parce qu'il est foncé. Je crois que j'ai jamais goûté de miel de sarrasin. Miel fort, avec du caractère. Et ben voilà, c'est une affaire qui roule. Donc là, on va souffler toutes les hausses qu'on récupère pour ramener le moins d'abeilles possible à la miellerie. Et donc les laisser ici. Et ensuite, on mettra des grilles devant chaque ruche car pour l'hivernage, ou pour la fin de saison, pour éviter que les frelons rentrent, pour éviter que les souris rentrent, on met des grilles devant chaque ruche. On va mettre les grilles. Alors, on va mettre les grilles. On organise l'hivernage des ruches, Marie. C'est ça. Ok, très bien. Ah bah, j'ai bien fait de venir, moi. C'est bon, le souffleur a démarré. Philippe va le laisser chauffer un peu. On va souffler les hausses. Et Marie rentre les hausses dans le camion pour les ramener à la miellerie à Yzeure. Là, tu as tout un stock de hausses. On ramène un peu de miel là quand même, Marie? On ramène 1, 2, 3, 4, 5, 6 hausses. 6 hausses, bon, on verra, ça fait à peu près combien de kilos ça? Une centaine. Ah, quand même! C'est pas trop mal, Philippe, là, pour une première récolte? Oh, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Marie, pareil, moyen? Oui, je suis d'accord. Bon, moyen. L'année prochaine, faut faire mieux, hein, mesdames. Ah, il y a de la manute, hein? Oui, un peu. Aline, tu as vidé les enfumoirs? Non, je les ai remplis parce que là, on fait une autre étape. Hein. Nous allons Bourbon-l'Archambault. C'est ça, Marie? Oui. Très bien. Et ben voilà, je suis baptisé, j'ai fait ma première récolte. Première récolte, merci messieurs, dames.
Alors Marie a sorti son agenda à la date du jour, j'imagine, hein? Non, pas forcément. Par contre, on marque la date, oui. Là, c'est toutes les récoltes. C'est ça, tout à fait. Non, à chaque visite des ruchers, on marque. Merci Marie, elle m'a enlevé la tête. Ah, on revient. Allez, on est prêts. Hein. On aurait pu me prévenir, hein, je me serais maquillée. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu se maquiller. Hein. Parfait. Cool. Merci, la photo est faite. Allez, à tout de suite. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Amis auditeurs de Logos, nous sommes de retour à la mielerie. On a fini de bosser, on a vidé le camion. Il y a des abeilles partout. Nous sommes avec Laure et Marie. Alors débriefons, mesdames. T'es contente de notre récolte, hein, je crois? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je pensais pas bosser aujourd'hui. Je vous ai donné un coup de main pour vider les hausses. Prêtes demain, elles sont en stockage pour les extraire, pour extraire le miel. Là, elles sont en attente. Et Laure, tu vois, on a ramené tout un tas d'abeilles. Alors ces abeilles, pardon ? C'est pas bien. C'est pas bien. On a poussé, on a fait de la soufflette vraiment beaucoup. On n'en a pas ramené beaucoup, mais malgré tout, on en a quelques dizaines. La suite de leur vie à nos amis là, c'est quoi ? Elles vont aller rejoindre le rucher de la mielerie à côté de la maison ? Alors d'abord, c'est pas toutes celles que vous avez ramenées, c'est qu'il y en a une partie que vous avez ramenée et du coup, elles n'ont pas tu le rappel par rapport aux autres qui sont là. Donc il y en a aussi qui sont de là, donc elles vont partir un peu récupérer un peu de miel et elles vont aller ensuite dans les ruches à proximité si c'est des butineuses, oui. Donc la ruche, la proximité va accueillir ces nouvelles arrivantes ? Oui, si elles ont du miel à leur proposer, oui. Bon, on croise les doigts alors. Bon, c'est super. Donc il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de morte là. Presque pas. Pour cette première journée, Laure, je suis très heureux d'avoir travaillé avec Marie. Marie, elle a fait la chef d'équipe au top. Elle a managé toute son équipe, vraiment, c'était vraiment performant. Elle nous a appris plein de choses au micro, donc merci beaucoup Marie. Fin de journée, et j'ai l'impression que tu me donnes rendez-vous demain pour l'extraction. Demain, 7h30, debout, les yeux ouverts. Bah oui, en pleine forme. Je vais me coucher tout de suite. Marie, merci beaucoup. Laure, pour finir la journée, c'est bon ? Ok. Avec un beau temps. Donc, demain ? Non, aujourd'hui, ah ouais, pour la récolte. La récolte, c'est impeccable. Les abeilles sont en extérieur, donc on ne les dérange pas tellement en intervenant. Et donc, elles ont moins envie de nous piquer que s'il avait fait froid ou mauvais. Bon, bah rendez-vous demain. Salut Rex, mesdames, à demain avec grand plaisir. Je vais me reposer, moi. Ça peut être tongs et short à demain. Bon, ça roule, tongs et short. Allez, merci, à demain. Salut. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Les oiseaux chantent de bon matin. Amis auditeurs de Logos FM, il est 7h30, je suis à nouveau devant la mielerie pour l'extraction du miel. Hier, nous avons fait la récolte, aujourd'hui, on l'extrait des hausses et des cadres. On va voir comment ça se passe. Ah bah ça bosse déjà. Voilà, l'équipe est au boulot. Bonjour messieurs, dames. Salut Philippe, Marie, Laure. Déjà au boulot de bon matin avec le sourire. Bien dormi Laure ? Ah très bien. Bon. Marie, pareil. Marie, elle s'en met plein la panse. Philippe, ça va ? Ça va, oui. Bon, super. Alors, aujourd'hui, c'est l'extraction. Donc, je me trouve devant une machine un peu barbare, assez complexe. Pardon ? J'ai pas entendu, Laure ? Chaîne d'extraction. Une chaîne d'extraction, voilà, pour être tout à fait précis. Mais avant d'aborder la chaîne, j'aimerais revenir sur quelques chiffres concernant l'abeille. Quelques chiffres clés très intéressants. À noter que entre 20 et 70 000 abeilles constituent une ruche. 2000, c'est le nombre d'œufs que pond la reine par jour. 200 millions, le nombre de spermatozoïdes dans la spermathèque de la reine. 21 jours, c'est le nombre de jours de l'œuf à l'abeille ouvrière nouvelle. 24 jours pour le faux bourdon, le mâle, et 16 jours pour la reine. 80 mg, c'est le poids de l'abeille. Ça représente environ 5 grains de riz. 70 mg, c'est le poids qu'elle peut porter au maximum. 25 à 30 jours, c'est la durée de vie d'une abeille. L'abeille d'hiver vit, elle, plus de 170 jours. 0,3 mg, c'est le poids d'une goutte de venin. 37 degrés, c'est la température du corps humain, mais c'est également la température normale d'une ruche. 700 grammes, c'est la consommation annuelle par personne de miel. 3 km, c'est le rayon de butinage d'une abeille. 200, le nombre de battements d'ailes par
par seconde. 50 km/h, sa vitesse de pointe. 50 litres, c'est la consommation annuelle d'eau par colonie, soit un demi-litre d'eau par jour en pleine saison. 36 kg, c'est la consommation annuelle d'une colonie en pollen et 6 kg de nectar. 700, c'est le nombre de fleurs qu'une abeille butine par heure. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. 20 000 à 100 000, c'est le nombre de voyages pour ramener 1 litre de nectar. 500 000, c'est le nombre de grains de pollen qu'une abeille peut porter. 7 grammes de miel, c'est la production quotidienne d'une abeille. 1 kg de miel, c'est l'équivalent de 6 000 abeilles qui butinent 5 500 000 fleurs et parcourent 80 000 km. C'est 2 fois le tour de la Terre. 1 kg de miel a également la même valeur énergétique que 5,5 litres de lait, ou 3 kg de viande, ou 25 bananes, ou 40 oranges, ou 50 œufs. Il est composé de dextrine, glucose, fructose, saccharose, sels minéraux, traces de résine, de pollen, de fer, de calcium, de potassium, de phosphore et d'albumine. L'abeille voit la lumière polarisée et les ultraviolets. Elle distingue le bleu, le jaune, le noir, le blanc. Et enfin, une abeille ouvrière accomplit environ 13 métiers dans sa vie de 30 jours. Nettoyage des cellules, alimentation du couvain. La nourrice peut rendre visite à une seule larve jusqu'à 1300 fois par jour. Operculation du couvain, soins à la reine, soins aux ouvrières, alimentation des adultes, ventilation de la ruche, construction et entretien des rayons, réception du nectar, ramassage de pollen, stockage du nectar, gardiennage et enfin butinage. Voilà quelques éléments clés de la vie d'une abeille. Retour sur la chaîne d'extraction avec Laure, Marie et Philippe. Ça se passe bien, Laure ? Ça va ? Alors, tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? En quoi consiste cette chaîne ? C'est un grenier à miel, donc c'est les cadres qu'on a récupérés sur les ruches. Les cadres de hausse, donc des demi-cadres, qui sont operculés. Donc les abeilles ont rempli les alvéoles de miel et ils les ont operculés, donc fermés par un film de cire. Ces cadres, pour qu'on puisse les extraire, nous, on les passe à la désoperculeuse, c'est-à-dire des lames vibrantes qui vont enlever la pellicule de cire à gauche et à droite du cadre. L'opercule va tomber au fond du bac. Le cadre va remonter de l'autre côté vers le convoyeur d'entrée. Marie finit à la main de gratter les parties non désoperculées parce qu'on essaie de les operculer au minimum pour laisser un maximum de cire. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Ensuite, on les met dans l'extracteur, donc une grosse centrifugeuse, mais celle-ci est à axe horizontal. Donc les cadres sont collés les uns contre les autres. Donc il y a très peu de risque qu'il y en ait un qui éclate. Ensuite, une fois qu'ils auront tourné une petite dizaine de minutes, ils vont ressortir de l'autre côté, ils seront vides. Donc c'est-à-dire que le miel sera sorti des alvéoles. Philippe va les remettre correctement dans les hausses. Et ces hausses, ensuite, on les remettra à lécher aux abeilles dehors. Donc elles vont récupérer tout ce qui reste en miel. Et ensuite, on pourra les stocker pour l'année suivante. Entre-temps, quand même, on récupère le miel dans un énorme seau. L'extracteur va couler par le couloir. Regardez, on le voit qui arrive là. Voilà, donc là, il coule. Il est entraîné par C'est la première pression. Ah oui, il n'y a pas de chaleur. Donc, c'est juste le système centrifuge. Donc, le miel est entraîné après par la vis sans fin qui va l'emmener... Je peux t'accompagner là ? Qui va l'emmener dans le grand tuyau là-bas. Il va monter, on va le voir monter après dans ce tuyau pour arriver au spinot. Le spinot, c'est une grande essoreuse à salade, mais qui tourne très doucement. Là, elle a 3 Hz par minute, donc on la voit bien tourner. Hein. En gros, par minute, ça fait à peu près une trentaine de tours par minute. Donc ça tourne tout doucement. Ça permet au miel de passer dans les tamis, de partir de nouveau sur les parois, de partir dans le bac tampon, et ensuite ça part par la pompe dans les maturateurs où c'est filtré avant d'être dans le maturateur en inox, là où le miel va pouvoir se reposer pendant une dizaine de jours. Ah oui, alors c'est ça. Avant de le mettre en pot, le miel doit se reposer 10 jours. Mais pour quelle raison ? Parce que comme ça, tout ce qui est impureté remonte à la surface par rapport à la densité. Donc le miel qui est plus lourd tombe au fond et les particules de cire qui sont plus légères ou de pollen remontent à la surface.
c'est l'écume comme dans les seaux et c'est ce qu'on peut mettre entre autres dans le café. C'est rempli de pollen, donc de vitamines et d'oligo-éléments. Là, dans le spino, donc ça va passer tout doucement, ça va permettre de décanter le miel d'un côté, la cire de l'autre. La cire va rester dans les paniers. Quand on aura fini l'extraction, on décollera les pains de cire qui sont à l'intérieur des filtres. On les donnera également à l'écho aux abeilles. Elles vont manger tout le miel qui restera. Et cette cire, ensuite, on la fera fondre au bain-marie dans une grande essoreuse, façon et de manière à récupérer des pains de cire qui ensuite seront de nouveau mis en petits morceaux pour passer dans le fondoir et être gaufrés pour ensuite retourner dans les ruches au printemps suivant. Suite de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Donc le gaufrage, en fait, c'est pour recréer des cadres, des supports pour les abeilles, pour qu'elles puissent De nouveau reconstruire des alvéoles et puis remettre soit du couvain dans les corps, soit du miel ou du pollen dans les parties extérieures. Et tu peux nous rappeler, Laure, les différentes productions de la ruche? Alors, tu peux nous faire un petit bilan? Les abeilles, d'abord, elles vivent toute l'année. Donc, comme elles vivent toute l'année, il leur faut des provisions. Donc, c'est pour ça qu'elles récoltent le miel, l'abeille domestique, l'Apis mellifera. Vu qu'elle, toute l'année, la ruche sera présente, la colonie, elles vont récolter du miel, sur le nectar dans la fleur, de façon une manière à avoir des provisions pour nourrir leur larve toute l'année et se nourrir elles. Ensuite, le pollen, elles en récolteront aussi, tant qu'il y aura du pollen dans les fleurs. C'est la même chose, c'est pour avoir des protéines dans la ruche, donc c'est leur provision à elles au départ. Ensuite, elles vont faire la propolis donc pour l'hygiène sanitaire. Et après, donc elles font de la cire au départ, puisque la cire, c'est des structures qui vont servir à emmagasiner toutes les provisions. Et puis, elles fabriqueront aussi la gelée royale pour nourrir les œufs et la reine quand elles en auront besoin d'une. Et alors, ces productions, elles le font avec leur petite bouche, elles mastiquent, enfin, comment elles font? Elles font avec la bouche, enfin avec la trompe pour le nectar, qu'elles récupèrent dans la fleur. Le pollen, ça sera les pattes. La cire, ça va être les glandes ciliaires qu'elles ont sur les côtés de l'abdomen. Et avec leurs pattes, elles font des chaînes. La propolis, ça sera par contre aussi avec leur langue. Donc elles ont des productions variées, la gelée royale également, ça sera la langue. La gelée royale, donc la nourriture vraiment de la reine, comment elle est créée cette gelée? C'est les abeilles qui la fabriquent à partir du nectar qu'elles font, en rajoutant des enzymes et tout un tas de produits qu'elles font elles, mais dont on ne connaît pas forcément la composition exacte. Elles s'en servent donc pour donner directement aux œufs et après à la reine quand il y a besoin de nourrir la reine. Et je m'aperçois alors que tu as un super t-shirt. Est-ce que c'est pas le moment d'en parler, de cet événement? Il y a 2 événements dont j'aimerais que tu me parles. Ce sont les Happy Days et les Happy Weeks. Alors Happy Days, ce sont les jours heureux. Presque. C'est les jours pour faire découvrir au grand public l'apiculture, l'abeille, le miel. Donc c'est la découverte du monde apicole, plus côté passion, découverte, sensibilisation du grand public. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Donc Happy Days, A-P-I comme apiculture, Days, D-A-Y-S. Et donc en sous-titre, c'est écrit l'UNAF. C'est l'Union nationale de l'apiculture française. Et ce sont les journées nationales de l'abeille, sentinelle de l'environnement. Alors ces Happy Days, ils ont lieu où dans la région? Au mois de juin, dans tous les ruchers abeilles sentinelles de l'environnement qu'il y a sur le territoire français et donc partout en France. Au mois de juin, c'est noté. Tiens, pendant qu'on parle justement de cette journée nationale, on n'en a pas parlé encore parce que toi ici, Laure, avec toute ton équipe, c'est du miel bio, c'est c'est différent? Ah oui, on n'a pas d'agrément bio, nous. Il n'y a pas d'agrément bio, ça n'existe pas dans le... Ça existe, mais nous, on n'est pas en bio, on est en conventionnel. Donc c'est du miel naturel. Nous, ce qu'on fait, c'est ce que les abeilles ont produit dans les fleurs, ensuite qu'on se contente d'extraire. Mais sans ajout de sucre, sans quoi que ce soit, il n'y a aucun traitement particulier, c'est juste extraire le miel que les abeilles ont fait dans les alvéoles à partir du nectar de fleurs. Parce que y a autant de miel dans le commerce disponible à l'achat, limite que d'apiculteurs. La dernière fois, même plus. La dernière fois, je vais dans une chaîne de magasins, je ne veux pas la citer, ça sert à rien. Oh là, je lis CE, Argentine, Ukraine. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des pays un
Importateur de miel. Alors on tape tout ça dans les grandes bassines de tous les pays du monde et puis ça fait un miel... Un miel de fleurs. Le problème, c'est que si vous allez dans n'importe quel pays, vous trouverez du bon miel. Tout apiculteur est capable de faire du bon miel puisque c'est l'abeille par rapport à l'environnement. Parce que l'abeille, c'est un filtre biologique. Donc une abeille, par exemple, en région parisienne, même s'il y a beaucoup de pollution, elle a la capacité de filtrer ce qu'elle récolte au niveau du nectar. Donc quand elle passe dans son jabot, il y a une filtration et c'est elle qui va mourir. C'est pour ça que quand il y a des problèmes de produits chimiques, c'est elle en général qui meurt avant qu'on retrouve des produits chimiques dans le miel. C'est très rare de retrouver des produits chimiques dans le miel. Donc c'est l'abeille qui fait le filtre. Et ensuite, là où il peut y avoir problème, c'est sur les insecticides parce que l'abeille, elle filtre très bien la pollution, les insecticides nettement moins. Comment ça se fait qu'on retrouve... Le miel est toujours propre, on va dire. Un miel est toujours propre. C'est que la personne qui le modifie, qui peut faire des bêtises dessus, mais l'abeille, elle récoltera toujours un miel propre. Je suis toujours en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Au niveau réglementation européenne, la directive miel dit que le miel, le mot miel, c'est uniquement ce qui est produit par les abeilles à partir du nectar. Après, ça s'appelle de la fraude et sur des choses qui ont été faites par, entre autres, Que Choisir ou avec la répression des fraudes, malheureusement, oui, on arrive des fois à trouver 50% de miel qui sont adultérés. Mais c'est pas normal. Alors on dit, on entend dans les médias souvent, quel que soit le média, il y a de moins en moins d'abeilles, c'est un problème. Alors quel est ton point de vue là-dessus L'abeille, c'est un filtre biologique, c'est aussi un indicateur de la pollution. C'est un indicateur des changements climatiques, j'ai vu ça sur un panneau. Du monde extérieur, comme la truite dans la rivière. Quand il n'y a plus de truite dans une rivière, ça veut dire que la rivière elle est polluée ou qu'il y a un manque d'eau quelque part. L'abeille est une sentinelle, comme son nom l'indique, sentinelle de l'environnement. Ça nous permet de savoir justement quelle est la qualité de l'air que l'on respire. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait analyser les miels pour voir ce qu'on retrouve dedans. Et alors, il y en a de moins en moins des abeilles ? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, alors autant demander à une pro. Oui, on a de moins en moins de colonies sauvages, entre autres, parce qu'avant, dans tous les clochers d'église, dans toutes les cheminées de châteaux, derrière les volets et tout, il y avait toujours dans les troncs d'arbres creux, il y avait toujours des essaims d'abeilles. Vraiment, tu as observé, toi, vous êtes apiculteur depuis 3 générations, la baisse du nombre d'abeilles due au changement climatique, à la pollution, enfin, je veux dire, tu as ressenti ça ? Plus on a de richesses au niveau de l'environnement, mieux c'est. Plus on a des zones ombragées, mieux c'est. Plus on aura de sources d'eau, comme des ruisseaux, des mares, mieux ça sera. Oui, parce que ça boit une abeille, hein. Combien ? Oui, une abeille, ça boit une colonie jusqu'à 50 litres d'eau par an, donc ça a soif. C'est pour ça qu'après, des fois, on a le problème avec le voisinage et les piscines, parce que les abeilles... viennent boire. Oui, si on leur apporte pas d'eau, ou s'il y a pas, si par exemple la mare est à sec, ou si les ruisseaux fournissent plus d'eau, elles vont aller chercher de l'eau ailleurs, et donc elles vont par exemple aller boire dans la piscine. Bon. Mais pour l'instant, le nombre d'abeilles n'est pas critique encore. Dans nos régions, là, on est privilégiés, tu disais là pendant le café ce matin. Privilégiés dans notre petite région auvergnate, on est un peu chauvin, mais on a quand même des avantages. On a peut-être des productions qui ne sont pas exceptionnelles en quantité, mais on a aussi des mortalités qui ne sont pas massives, donc c'est quand même pas mal. C'est ça qu'il est important de respecter notre environnement. Cette sensibilisation, donc Happy Days, Happy Weeks, tu m'as dit également que tu sensibilisais, ça te tenait à cœur et c'est un rôle qui est très important pour toi auprès des enfants. Là, notamment cet après-midi, alors je ne pourrais pas t'accompagner, mais dis-moi un petit peu ce que tu vas faire cet après-midi. C'est clé ce que tu fais. C'est-à-dire que dans le cadre du rucher communautaire qui a été monté par Moulin Communauté... Il y a combien de temps ? En 2018. C'est relativement récent. On avait déjà fait des activités avant, en 1996, quand il y avait les nouveaux rythmes scolaires. On sensibilise les enfants, on leur explique comment ça se passe dans une ruche, à quoi sert où ce rucher ? L'environnement. Le rucher, il est à côté de la passerelle, rue Denis Papin à Moulins. À la gare. Et on accueille donc tous les scolaires de toute l'agglomération. Alors, une fois par semaine, tu fais des animations ? On fait des animations 2 à 3 fois par semaine en saison, de façon de manière à faire découvrir le monde apicole. Donc oui, il y a des fois des amateurs qui viennent pour une journée ou 2 ou une semaine nous accompagner pour découvrir un peu le monde de l'apiculture. On a aussi des gens
dans le cadre de formations des fois professionnelles qui viennent en stage sur une année. On reste ouvert à plein de choses. Et puis après, au niveau des formations, on a des ruchers écoles, aussi bien dans la Ligue, dans le Puy-de-Dôme, on travaille ensemble. Il y en a même dans le Cher qui sont à côté. Ensuite, on a aussi des formations, nous avec l'ADA. L'ADA, c'est l'association de développement d'apiculture, maintenant région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait des formations un peu plus spécifiques, plus pour les professionnels. Et puis après, on a aussi nos syndicats nationaux, aussi bien l'UNAF que le SNA, qui nous proposent aussi des formations sur l'apiculture. Merci pour tout. On se dit à bientôt, Laure. Oui, à bientôt. Bon. Merci pour tout encore. Et puis, bonne fin de saison, bon marché, bonne continuation. Allez, on croise les doigts. Merci Laure, salut. Merci. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion auprès de Laure Goudounex, apicultrice à Yzeure. Je remercie toute son équipe qui m'a accueilli les bras grands ouverts pour me faire découvrir et nous faire découvrir, amis auditeurs de Logos FM, ce métier formidable qu'est l'apiculture, le monde et la vie des abeilles. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!